SOS Entrepreneur vient en aide aux chefs d'entreprise en difficulté et cette association sauve de l'emploi. Son directeur fondateur est avec nous. Et la franchise, c'est une forme de création d'entreprise qui marche puisque sachez que 90% des entreprises sous cette forme passent la durée de vie de 5 ans. C'est à noter et notre expert nous dira tout. Une étude le prouve, un accompagnement individuel d'un entrepreneur en difficulté permet de doubler le nombre d'entreprises échappant à la liquidation judiciaire quand elles sont en difficulté. Autrement dit, mieux un chef d'entreprise en situation fragile est accompagné et plus il aura de chances de redresser sa boîte. C'est la mission de SOS Entrepreneur. Son directeur est avec nous. Bienvenue. Alors, en 2 ans, vous auriez répondu à près de 4000 appels de détresse, on peut dire ça, de chefs d'entreprise, et vous avez résolu combien de cas ? Alors, sur les 3757 appels, nous avons traité les 100% des appels. Ouais. Ça, c'est une chose que nous avons dans nos chiffres. Il y a eu sensiblement 400 entreprises que nous avons accompagnées plus lourdement, c'est-à-dire des entreprises qui avaient véritablement besoin d'un accompagnement de fonds. Et sur ces 400 entreprises, il y en a à peu près 213 qui ont été accompagnées jusqu'au tribunal. Et sur ces 213 qui sont allés au tribunal, nous en avons sauvé 147, je crois. Et donc avec de l'emploi à la clé. Avec des emplois, avec 1600 emplois sauvés sur les 200 et quelques entreprises qui sont allées au tribunal. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous appellent, ces chefs d'entreprise en détresse ? Alors d'abord, un appel en détresse, c'est un appel qui peut se produire à tout instant. Ça peut être un samedi, ça peut être un dimanche, ça peut être un jour de fête. Et SOS Entrepreneur a mis cette ligne 24 heures sur 24 qui fonctionne, qui répond. On va mettre le téléphone à l'écran, là, 24 heures sur 24, une ligne que l'on peut appeler. Absolument. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il ne s'agit pas de donner ses coordonnées, il s'agit tout de suite de parler, de s'exprimer, de positionner l'environnement de son entreprise, d'essayer d'exprimer ses premiers malaises, ses premiers doutes. Parce que ce qui est important pour le chef d'entreprise a besoin de parler à ce moment-là. C'est totalement ça, c'est exactement ça. On va aller sur le terrain voir un exemple concret qu'on avait découvert avec vous il y a quelques mois. Regardez. Il a suffi qu'un de ses plus gros clients ne lui règle pas ses factures à temps pour mettre sa PME en redressement judiciaire. Ici, on produit des habitacles pour les automobiles, mais sans trésorerie, Jackie Derade a dû licencier 12 de ses 17 salariés, car en pleine crise, les banques ne lui ont accordé aucun crédit. Nous avons une entreprise qui fonctionne bien, avec une rentabilité, nous avons de beaux bilans, nous avons du travail, un carnet de commandes qui est rempli. Et pourtant, aujourd'hui, la banque ne suit pas. Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais, les PME attendent beaucoup de la nouvelle banque publique d'investissement. Un espoir déjà douché, car d'après les premiers échos, seuls les secteurs stratégiques et innovants seront aidés en priorité par la BPI et non les entreprises en grave difficulté. 40% de la population du Nord-Pas-de-Calais vit de la PME. Les entreprises innovantes représentent quel pourcentage? Un infime pourcentage. Et quelles sont les entreprises qui créent de l'emploi dans cette région? Eh bien, c'est l'ensemble des entreprises. Bien sûr, un canard boiteux, on ne peut pas toujours l'aider parce que parfois ça ne sert à rien. Mais une société viable qui a un problème ponctuel de trésorerie, il faut absolument l'aider. Seul point positif, le regroupement des différents organismes d'aide aux entreprises au sein de la BPI, un guichet unique depuis longtemps réclamé par les PME pour faciliter leurs démarches administratives. Donc, dans un premier temps, l'écoute. Et ensuite le conseil. Là, on l'a vu dans cet exemple-là. Qu'est-ce que vous pouvez apporter alors que l'entrepreneur vous appelle au bord du gouffre? Il s'agissait de trouver des solutions pour sortir d'une période de cessation de paiement qui existait depuis quelques semaines. Ça a marché, là? Et là, ça a fonctionné, absolument. Nous avons réussi à sortir l'entreprise de cette cessation de paiement en 48 heures, 72 heures, en négociant avec l'URSSAF, en négociant avec un certain nombre de personnes autour de l'entreprise. Et ensuite, nous sommes repartis sur la dotation d'un modèle économique beaucoup plus dense, en diversifiant l'activité de l'entreprise et en allant beaucoup plus loin. Donc l'écoute, je rappelle ce numéro de téléphone 24 heures sur 24, vous le voyez à l'écran, et puis ensuite le conseil. Et puis vous voulez aller plus loin en apportant du financement et vous créez pour ce faire une fondation.
Quels vont être ces objectifs? Alors, nous avons créé la fondation Entrepreneurs en détresse pour une raison simple. C'est fort comme mot, entrepreneur en détresse. Parce que malheureusement, nous sommes en face d'entrepreneurs qui sont en véritable détresse. Lorsque l'on parle PME, on parle petite société, on parle entreprises qui ont peu de moyens, souvent des entreprises dont le chef d'entreprise ne se paye plus depuis plusieurs mois. Et donc, il s'agit de lui apporter des moyens suffisants pour passer une période tout à fait exceptionnelle. Au moins 3 à 4 mois de discernement à mettre en place dans l'analyse de l'entreprise. Et pour cela, eh bien, il faut que nous puissions le doter d'une bourse de solidarité, ce que nous allons faire avec cette fondation Entrepreneurs en détresse. Donc, écoute, conseil et maintenant solidarité vis-à-vis de l'entrepreneur. Oui. Oui. Donc, vous allez lever des fonds sur le modèle d'une fondation classique? Sur le modèle d'une fondation, nous allons lever des fonds naturellement à partir de l'impôt sur le revenu, mais également sur les déductions fiscales de l'impôt sur les sociétés et également sur l'impôt sur les grandes fortunes, puisqu'il y a possibilité de diminuer le coût de l'ISF sur les patrimoines d'actions. Puisque c'est le sujet, comment convaincre un futur donateur de confier son argent à l'aide à l'entreprise? Qu'est-ce que vous nous dites pour le convaincre? C'est très simple. Je pense qu'en aidant ces chefs d'entreprise qui sont extrêmement seuls dans le Nord-Pas-de-Calais, en aidant cet homme-là, en lui donnant les moyens de s'arrêter, de repenser à son modèle économique, vous disiez, on est capable de doubler le taux de réussite. Eh bien, c'est vrai que SOS Entrepreneur a multiplié par 4 le taux de réussite sur les cas étudiés. Donc, c'est vrai que là, il s'agit de se dire des chefs d'entreprise aident d'autres chefs d'entreprise. On a besoin d'un minimum de ressources pour réussir. Ça peut être défiscalisé. Et donc, en cette période de crise où nous avons besoin de relancer ces PME qui sont un poumon d'oxygène considérable dans nos régions, il faut y aller. Votre adresse Internet, et je rappelle ce numéro de téléphone que vous notez et qui fonctionne 24 heures sur 24. Merci. Eco&Co, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Une forme d'entreprise, de création d'entreprise qui marche, c'est la franchise. Nous avons rendez-vous avec notre expert. Bienvenue Grégory, donc on va effectivement parler de la franchise. Un témoignage tout d'abord pour parler concret, on aime bien être concret ici. Hein. Vous nous emmenez où? Je vous propose d'aller à Maubeuge, à la rencontre de 2 associés, Pascal Frénois et Arnaud Buguin, qui se sont lancés dans l'aventure de la franchise. Voilà, des créateurs d'entreprises sous la forme de la franchise et après on décryptera tout cela avec vous. Regardez. Tiens David, tu peux me faire une réparation de crevaison sur la jante? Hop. Arnaud Buguin et Pascal Frénois ont démarré leur activité en septembre dernier. Co-gérants, ils avaient déjà travaillé ensemble plusieurs années dans une entreprise de location de matériel. J'ai toujours été passionné par le monde de la technique, autant en poids lourd qu'en automobile. Et ça m'a toujours trotté dans la tête d'ouvrir un jour mon garage. Le deuxième intérêt, c'est la rentabilité, donc c'est un domaine assez rentable. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont choisi d'être franchisés. Une démarche indispensable pour décrocher des marchés importants. Leur enseigne compte 220 adhérents en France et avait déjà mené une étude de marché sur leur secteur. La franchise, ça a un gros avantage, c'est d'être reconnu. Avoir de la publicité qui est faite en national et en local, ça nous amène quand même beaucoup de clients. Grâce à la franchise Vulco, nous avons pu avoir un gros client travaux publics avec une centaine de véhicules. Il y a certes des obligations d'achat et une cotisation entre 0,8 et 2,5% du chiffre d'affaires. Mais après quelques mois d'activité, le bilan est positif, au moins 25% de mieux que les prévisions. Les gérants ont pu prendre 2 CDD à temps complet, épaulés dans toutes leurs démarches administratives par un conseiller Serre France. Sans une expert comptable, on ne serait toujours pas ouvert et on serait toujours en train de faire, on serait dans la paperasse. Les associés pensent déjà à l'avenir, développer le dépannage chantier et pourquoi pas ouvrir d'autres points de vente. Alors ça a l'air de marcher pour eux, peut-être pour vous. Rappelez-nous tout d'abord ce qu'est exactement la franchise. La franchise, c'est d'abord un contrat, ce qu'on appelle un contrat de réitération de succès. Et il y a 3 caractéristiques principales pour que ce soit désigné comme franchise. C'est un signe distinctif, une marque, un logo, un produit, un transfert de savoir-faire, et puis 3e point, une assistance, qu'elle soit technique ou commerciale. Alors quel intérêt de créer sa boîte en franchise plutôt qu'en forme traditionnelle ? Je ne donnerai qu'un chiffre, vous le donniez en introduction, c'est 90% de taux de survie des entreprises au bout de 5 ans. C'est à peu près le double des statistiques. C'est du solide, quoi. C'est du solide, oui. Alors je suppose qu'il y a quand même des contraintes, des inconvénients.
Oui, alors on va en citer deux. La première, c'est qu'il y a un cahier des charges à respecter par le franchiseur, et donc on a un peu moins de liberté. Et puis deux, les investissements sont un peu plus élevés, puisqu'il faut également payer le franchiseur. D'accord. Alors, à supposer que j'ai envie de me lancer dans une franchise, la question est où je m'informe, où je vais chercher des bonnes idées de franchise. Alors, il y a des tas de salons, il y en a un au moins dans notre région, il y a les sites internet. Comment je choisis ? Alors, sur les différentes propositions, ce qu'il faut analyser au niveau déjà dans le contrat, il y a ce point important, mais il y a l'image, il y a la notoriété du réseau, il y a les produits, le secteur d'activité. Il y a le volet financier, bien évidemment, l'accompagnement, l'indiqué comme étant un des fondamentaux, mais il y a aussi un point d'attention particulier à avoir, c'est ce que j'appellerais la concurrence. Quel est le rayon géographique sur lequel le franchiseur me donne l'exclusivité ? C'est un premier point. Mais également, est-ce que le franchiseur a d'autres canaux de vente que son réseau de franchise? Ce point-là est important pour bien choisir son donc, il faut vraiment que j'enquête pour être certain de la valeur ajoutée, de la création de valeur que ça va pouvoir produire. Alors après, on signe un contrat. C'est un contrat, une franchise? Alors, c'est un contrat. Ouais. Il y a un cadre réglementaire qui le précise, puisque depuis 1989, il y a la loi dite Doubin qui régit les relations entre franchisés et franchiseurs. Il faut un document d'information précontractuelle. Ouais. Alors, que contient-il ce document? Il contient des informations générales sur le réseau de franchise, ses chiffres, son histoire, etc. Deux points importants que l'on retrouve, c'est une analyse du marché que l'on va adresser et la liste des franchisés, ce qui permet justement d'aller enquêter. Voir la concurrence. Alors, sur le contrat précisément, sur quoi doit porter l'attention du futur franchisé, les points que vous mettez en exergue? Alors, le diable se cache dans le détail. Toutes les clauses sont importantes dans le contrat. Alors, il faut regarder bien évidemment le cahier des charges qui est à respecter, l'exclusivité que j'évoquais juste avant, les droits et les devoirs du franchisé et du franchiseur, conditions financières, droits d'entrée, royalties, centrale d'achat, etc. Mais là où j'ai envie d'attirer l'attention, c'est sur la durée du contrat, ses conditions de sortie ou de renouvellement. C'est un point très important. Parce que le contrat de franchise est institut personae, c'est-à-dire qu'il n'est pas facilement cessible. Donc il faut voir ce que prévoit le franchiseur. Il peut y avoir des clauses de préemption, des clauses de veto, des agréments à avoir. Donc ce n'est pas complètement facilement cessible. Alors ça peut être vu comme une contrainte, mais quand on voit que 80% des cessions de franchise se font au sein même du réseau de franchise, c'est parfois aussi une opportunité de transmission de son entreprise, quand on sait que beaucoup de chefs d'entreprise ont du mal à trouver des repreneurs. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations et vous pouvez retrouver tous ces conseils sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. À très bientôt.